Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière édition de la semaine. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous nous rendrons dans les Bouches-du-Rhône où le prince Albert II était l'invité d'honneur du 151e anniversaire de la commémoration de la bataille de Cameron au Mexique. Le Yacht Club de Monaco dévoile son projet de création d'un cluster dédié au yachting en principauté, un cluster qui regrouperait tous les professionnels du secteur. Après Nice, Paris ou encore Lyon, Monaco a désormais lui aussi son clip Happy. Il a été présenté en avant-première au Stardeck à découvrir dans cette édition. Et enfin, nous partirons à la recherche des blips. Les blips, ce sont ces formes noires créées par Richard Hartschwager. Ils ont été installés un peu partout en principauté à l'occasion de l'exposition actuelle au nouveau musée national de Monaco. Et nous débutons ce journal avec le déplacement du prince Albert II à Aubagne. Le souverain était l'invité d'honneur du 151e anniversaire de la commémoration de la bataille de Cameron au Mexique, l'occasion de mettre en valeur les liens privilégiés qui existent entre la principauté et la Légion étrangère dont le prince Louis II était officier. Sur place, le reportage d'Alexandra Pani et Lionel Bernardi. Troupes rassemblées sous les armes pour la prise d'armes de Cameron, lieutenant-colonel Busuttil, commandant en second, à vos ordres, mon colonel. Le 30 avril 1863, dans l'hacienda de Cameron, 3 officiers, 62 légionnaires de la compagnie du capitaine d'Anjou résistèrent pendant toute une journée à 2000 Mexicains. Ces soldats ont rempli leur mission au prix de leur vie. Depuis, ce combat est resté comme le symbole du devoir et du sacrifice, de l'honneur et de la fidélité. Cette date est devenue la fête traditionnelle de la Légion étrangère. Et à l'occasion du 151e anniversaire, le prince Albert II était l'invité d'honneur de cette cérémonie au siège du commandement de la Légion étrangère à Aubagne. J'étais très heureux et très honoré de participer à cette cérémonie, à cette célébration du 151e anniversaire de la bataille de Cameron. Vous avez vu, c'est une cérémonie très émouvante, très impressionnante. Et c'est l'occasion, bien entendu, de célébrer les liens historiques qui existent entre ma famille, entre la principauté et la Légion étrangère. Et bien entendu, dans le souvenir de mon arrière-grand-père, le prince Louis II, qui s'est illustré, qui était engagé volontaire lors des premiers mois du premier conflit mondial et qui a été, je crois, très sensible et très imprégné par les valeurs de la Légion étrangère qu'il a, je crois, honoré, et non seulement dans ses années de service, mais tout au long de sa vie. Et voilà, je suis très heureux d'avoir pu célébrer sa mémoire et de pouvoir saluer aussi les valeurs qui font la Légion étrangère. Le souverain était accompagné d'un détachement de la compagnie des carabiniers du prince. À noter dans leur rang la présence de Pierre Casiraghi. Au nombre de 12, ils ont eu l'honneur de prendre part à la prise d'armes avec les légionnaires. Pour le 25e anniversaire du règne de Louis II, la principauté a été faite légionnaire de première classe. En effet, l'arrière-grand-père du souverain était un officier émérite de la Légion étrangère. La Légion étrangère était toujours très liée avec la principauté de Monaco. En effet, en 1893, Louis II, qui était Saint-Cyrien, a choisi à sa sortie de Saint-Cyr de servir au premier étranger, donc à la Légion étrangère. Il y a servi 6 ans. Et puis ensuite, après, il est allé aider son père pour gouverner la principauté. Et puis en 1914, désireux de s'engager de nouveau au service de la France, il a souscrit un contrat, toujours à titre étranger, donc légionnaire, et il était capitaine. Et il a servi jusqu'en 1922 comme général de brigade. Le combat de Cameron, c'est le respect de la parole donnée, des gens qui ont s'engagé au service de la France et qui ont juré de la servir jusqu'au péril de leur vie. Chaque année, le 30 avril, nous commémorons, avec Faste, ici à Aubagne, ce combat. Le prince souverain ainsi que 8 chefs d'état-major de l'armée de terre européens ont assisté à cette cérémonie. Cette année, la prise d'armes marquait le centenaire de la Grande Guerre et était placée sous le thème des étrangers au service de la liberté de 1914 à 2014. La commémoration de Cameron, c'est une cérémonie où chaque légionnaire qui s'est engagé au service de la France renouvelle son engagement dans son fort intérieur
Il est venu pour la France, on lui demande la fidélité et là, pendant la cérémonie, dans sa tête, il dit « oui, je continue » et comme les anciens, s'il le faut jusqu'au bout, pour la mission, pour l'honneur. Donc c'est très, très dur, c'est très beau, c'est très fort et c'est la cérémonie un peu fondatrice et qui est le creuset de tous les repères pour les légionnaires qui aujourd'hui viennent de 150 pays différents, 150 cultures différentes et qui défilent à l'unisson derrière ces repères que sont le combat de Cameron, cette abnégation, ce sens du devoir et la volonté d'accomplir la mission quel qu'en soit le prix. Aujourd'hui, la Légion étrangère compte 7000 hommes répartis en 11 unités qui officient sur différents conflits à travers le monde. Un mot à présent sur cette soirée de gala qui se déroulera le 6 mai prochain à la salle Garnier au profit de l'association Athina Ichthyosis Monaco, association qui récolte des fonds pour la recherche scientifique pour cette maladie de la peau. Cette année, l'AIM fête ses 10 ans et pour célébrer cet anniversaire, elle a invité le pianiste Joseph Bulva. Alexandra Pani l'a rencontré. En tant qu'artiste, il est important pour moi de soutenir des associations qui sont méconnues du grand public, contrairement à la lutte contre le sida ou le cancer par exemple. Et il est essentiel pour moi de soutenir ces initiatives concernant la recherche et le traitement, particulièrement lorsque cela concerne les enfants. Et dès que j'ai entendu parler de cette association, j'ai souhaité les aider et promouvoir leur nom. Je vais jouer un récital de piano classique, comme j'ai l'habitude de le faire depuis le début de ma carrière, mis à part la courte interruption de 15 ans. Et ce qui est réellement important pour moi est de jouer dans la salle Garnier. C'est une atmosphère très plaisante que l'on ressent sur scène. Mardi soir, je vais interpréter des morceaux que mon cher collègue, Maestro Horowitz, a déjà interprétés. Cette musique parle à tout le monde, Chopin, Beethoven. Concernant Beethoven, c'est je pense l'une des plus célèbres, la Passionata. Le Yacht Club de Monaco a organisé en début de semaine une conférence pour présenter son projet de création d'un cluster yachting à Monaco. Mais que se cache-t-il derrière ce terme de cluster? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans ce reportage signé Sandrine Nègre. La mer est depuis toujours étroitement liée à l'histoire de la principauté de Monaco et pour cause. De Fontvieille au Larvoto, en passant bien sûr par le port Hercule, le territoire est en grande partie bordé par la Méditerranée. Dans le cadre du Conseil stratégique pour l'attractivité, une commission a d'ailleurs vu le jour au service de la destination monégasque, Monaco, capitale du yachting. Ce projet de création d'un cluster figure dans les pistes de réflexion pour l'année 2014. Quand on regarde comment agissent les autres destinations, alors les clusters qui existent aujourd'hui à Barcelone, qui existent en France ou même un peu partout en Italie, qu'on fait l'Italie. Et ça nous a paru évident qu'il fallait associer les professionnels. Nous avons la chance d'avoir un réseau de professionnels très important à Monaco et de les associer à ce projet de Monaco Capitale du Yachting, dont le but principal est de favoriser l'escale de Monaco. Et ce projet de cluster est bien avancé, les sociétés liées au yachting ont d'ores et déjà été approchées. C'est une idée qui avait été validée d'abord par le souverain et qui ensuite a été reprise au niveau du Conseil pour l'attractivité et donc qui a donné un mandat au Yacht Club. C'est à ce titre-là que je suis intervenu d'ailleurs en tant que consultant pour rencontrer les entreprises et c'est le travail que l'on a fait depuis le mois de janvier, fin janvier. On a rencontré une quarantaine d'entreprises et structures, donc individuelles, des entretiens avec le temps pour leur présenter le projet et ensuite avoir leur réaction immédiate. Donc ce que l'on peut dire, c'est que dans l'ensemble, et je pourrais presque dire à 100%, on a été extrêmement bien reçus d'abord, bien sûr, et surtout l'idée a plu. Cette conférence de présentation aura ainsi permis d'en savoir plus sur ce projet et de connaître des exemples de clusters dans les pays voisins, comme la France, à travers l'expérience de Francis Valla. L'origine du mot est intéressante. Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas un mot anglais, c'est un mot français, c'est le cloître.
qui est l'endroit où les moines se retrouvent 2 ou 3 fois par jour dans le monastère pour être ensemble et pour prier. Donc le cluster, en fait, c'est devenu un ensemble harmonieux. C'est ça que ça veut dire, en fait, cluster. Donc un ensemble harmonieux de gens qui ont décidé de travailler ensemble dans un objectif commun. Et le cluster maritime, c'est l'endroit dans lequel se retrouvent tous les professionnels du maritime, quel que soit leur métier. Ça peut être aussi bien des pêcheurs, que des armateurs, que des assureurs maritimes, que des constructeurs navals, que des banquiers du shipping, enfin voilà. Et sachez bien sûr que le projet de création du cluster yachting à Monaco inclut évidemment le tout prochain Yacht Club monégasque, dont l'inauguration est prévue le 20 juin prochain. Coup de projecteur à présent sur cette initiative de la société de production Kanzaman. Elle vient de réaliser un clip sur le tube du moment, Happy, de Pharrell Williams. La vidéo a été présentée en avant-première en milieu de semaine au Star Deck. Frédéric Elion était présent. Plus de 1000 vidéos sur YouTube dans près de 130 pays. Le phénomène Happy tiré du tube de Pharrell Williams s'est propagé très rapidement dans le monde entier. De nombreux clips sont apparus sur la toile et Monaco n'a pas dérogé à la règle avec plusieurs vidéos Happy Monaco tournées en principauté. La dernière en date, produite par la société Kanzaman, était présentée mardi en avant-première au Star Deck. À l'origine de cette initiative, les stagiaires de Kanzaman Monaco. Ils m'ont demandé de le faire, je ne savais pas vraiment ce que c'était. Au début, j'aurais dit non. Et mes fils qui ont 16 ans et 17 ans m'ont fait entendre Happy. Dans la voiture, j'entendais la musique. J'ai été voir sur Internet tous les clips qui se faisaient sur Happy. J'ai vu que toutes les villes et tous les pays du monde le faisaient. Je me suis dit qu'il le fallait pour Monaco et donc j'ai pris la décision qu'on le fasse. On a voulu vraiment montrer dans ce film qu'à Monaco, il faisait bon vivre partout où on allait. Jardin exotique, musée océanographique, l'Arvoto, héliport, les 50 personnes qui ont travaillé sur ce projet ont tourné pendant 5 jours et demi dans tous les endroits de la principauté. Un hymne à la joie, version Monaco, avec une quarantaine de résidents qui se sont prêtés au jeu. J'ai trouvé que c'était un hymne à la vie, à la joie de vivre, alors qu'on parle tellement de choses catastrophiques et là, au contraire, c'était le bonheur. Et pour moi, le bonheur, c'était Monaco aussi. Ça a été 5 ans de bonheur et de joie à Monaco, donc j'étais très contente de faire ça. C'était magnifique, j'aime danser alors que je fais ma partie. Mais quand on me dit de se rencontrer à la grotte des jardins exotiques, j'ai jamais été, mais j'ai dit je vais le faire. Et j'y arrivais et après il m'a filmé 3 fois, 4 clips de 4 minutes. J'étais un peu fatiguée mais très contente. Ce Happy Monaco version Kanzaman a pour but de dévoiler le côté humain de Monaco et si vous ne l'avez pas encore vu en intégralité, la vidéo est disponible sur YouTube. Prenons la direction de la Villa Paloma où le nouveau musée national de Monaco présente une installation de blips dans la ville. Alors qu'est-ce qu'un blip et pourquoi sont-ils disséminés un peu partout en principauté? La réponse avec Frédéric Elion. C'est une forme ovale, noire au bout arrondi, créée à la fin des années 60. Le blip est la marque de fabrique de Richard Archwager. Dans le cadre d'une exposition à la Villa Paloma consacrée au peintre et dessinateur américain décédé en 2013, le nouveau musée national de Monaco présente une installation de blips dans la ville en principauté. Archwager avait installé ces blips dans le paysage urbain à Utrecht aux Pays-Bas ou encore à Los Angeles. Des formes confectionnées grâce à des pochoirs à l'époque et déclinées de nos jours de plusieurs façons, en adhésif par exemple comme ceux présents à Monaco. Le blip a pour but d'attirer l'attention sur quelque chose qu'on ne remarquerait pas. Et le blip fonctionne un peu comme une ponctuation sans signification particulière. Elle est juste là pour attirer en fait le regard du visiteur, de la personne qui le voit surgir comme ça dans le paysage urbain, vers quelque chose de particulier. Donc il y a eu des blips dans des musées, généralement dans des endroits comme derrière moi, des endroits un peu inattendus, une cage d'escalier, un ascenseur. Et puis aussi le blip est sortir conquérir le monde, comme me dit Archwager, puisque c'est le terme qu'il emploie. Et on en a retrouvé dans l'espace urbain un peu partout. Et donc on en a placé un certain nombre dans la principauté de Monaco. Une vingtaine de blips se sont fondus dans le paysage urbain monégasque sur différents établissements de la SBM, au Conseil national ou encore à la gare. À vous de tous les trouver dans le cadre d'un concours.
Le principe, c'est effectivement de prendre des photos avec son téléphone portable, par exemple, des blips qui sont présents partout dans l'espace public à Monaco, disposés sur différents établissements de la Société des Bains de Mer, mais d'autres établissements aussi plus institutionnels, du Conseil national par exemple, ou de la gare SNCF dans un autre registre, et de les publier sur Internet, soit au travers d'Instagram avec le hashtag BLPMC, ou sur Twitter avec le même hashtag, ou encore par email en l'envoyant à blpmc@nmnm.mc. Un tirage au sort aura lieu le 1er octobre à la fin du projet. Le gagnant remportera un séjour d'une nuit pour 2 au Monte Carlo Bay et un soin au Spa 5 Mondes. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité en principauté. Passons à présent aux prévisions météo pour les prochains jours. Le temps sera instable samedi avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Les températures oscilleront entre 14 degrés le matin et 20 degrés l'après-midi. Dimanche, le risque de pluie s'éloignera pour laisser place au soleil. Les températures seront en légère hausse. Même cas de figure pour le début de semaine prochaine. Le ciel sera variable et la douceur bel et bien présente. Et enfin, mardi, temps agréable malgré un soleil intermittent. Le thermomètre affichera un maximum de 21 degrés au meilleur moment de la journée. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se quitte en musique avec le clip Happy que vous avez découvert dans cette édition. Très bon week-end à tous sur Monaco Info.